Bonjour à tous. Dans ce 5e podcast où vous aurez remarqué que j'essaie d'aller un peu plus vite vu que c'est les vacances, je vais vous parler des deux armes lourdes qui constituent les armements les plus avancés qu'on peut trouver sur Suprématie. J'ai nommé la LVF et le cuirassé. Alors vous me direz qu'on en a déjà parlé dans le podcast numéro 3 sur l'utilisation de base des unités. C'est vrai, mais le cuirassé et la LVF sont deux unités chères qui ont des utilités bien au-delà du simple combat à la con ou avec simple bombardement. Il y a d'autres utilisations et surtout une autre compréhension de la guerre lorsqu'on est confronté ou qu'on utilise soi-même ces deux mastodontes. Alors je vais commencer par les ALVF, puisque c'est une unité qui est même plus utilisée que les cuirassés par certains joueurs. Alors la LVF, je le rappelle, c'est ceci. C'est l'unité qui a la portée la plus importante du jeu, excepté les avions, mais on n'en est pas encore à parler des Gold. Leur portée est environ 2 fois et demi supérieure à celle des artilleries. En revanche, leur puissance n'est que de 3. Vous remarquerez également, alors là c'est peut-être pas, voilà, j'actualise juste la vue, voilà. Leur champ de vision est équivalent à celui d'une autre unité. C'est-à-dire que vous verrez bien vite que lorsque vous voulez utiliser la portée maximum de la LVF, vous tirerez sur des unités qui sont en dehors de votre champ de vision direct, donc vous tirez un peu à l'aveugle. Il y a des moyens différents de combler cette faiblesse, comme l'espionnage ou l'envoi de réco, mais globalement la LVF c'est plutôt une arme lente. Il suffit de voir combien de temps cette ALVF mettrait pour être remobilisée, enfin ces ALVF mettraient à être remobilisés, pour se rendre compte que le déplacement des ALVF ne se fait pas à la légère. Voilà, regardez. Si je veux l'envoyer à Rome, qui n'est pas si loin, cela prend une journée et 5 heures. Par comparaison, si je veux remobiliser de l'infanterie au même endroit, cela ne me prendra que 4 heures. Entre 4 heures et une journée 5 heures, il y a une petite marge, je vous l'avouerai. La première chose qu'on peut déduire de cette lenteur, c'est que la LVF est une arme statique. Elle est faite pour être mobilisée, immobile, tirée, puis éventuellement avancée. C'est sur cet aspect purement, je dirais, stratégique qu'on va s'appuyer pour étudier la LVF. On passe très rapidement sur le cuirassé, parce que après, en fait, pour l'instant, je vous fais une présentation globale des deux, parce que les deux ont une façon très différente de gérer les mêmes problèmes stratégiques. Le cuirassé, quant à lui, c'est l'unité la plus versatile, je dirais, du jeu, en termes d'attaque-défense. Alors vous en avez un exemplaire, vous en avez un groupe de 7 ici, qui ne m'appartient pas malheureusement, et ici un petit groupe de 2 cuirassés. Ici c'est une partie Gold. Je serais obligé d'évoquer les unités Gold dans ce podcast, puisque avec l'ajout du croiseur léger, la guerre navale a subi quelques changements que je ne peux pas me permettre de passer sous silence parce qu'ils sont trop significatifs. Alors le cuirassé, c'est une portée un peu supérieure à l'artillerie, une vitesse supérieure à toutes les autres unités en mer, et une vitesse sur mer équivalente à la vitesse d'une infanterie sur terre, mais toujours plus rapide tout de même qu'une artillerie sur terre. C'est-à-dire que le cuirassé va aller aussi vite, un petit peu plus en fait, si j'ai bonne mémoire, va aller un peu plus vite que l'infanterie et va se remobiliser un peu plus vite. De plus, il est beaucoup plus rapide que l'artillerie et s'il a besoin de s'enfuir, il s'enfuira beaucoup plus vite. Ça va aussi dans le cadre de la poursuite. Si vous vous approchez de la côte pour essayer de poursuivre une artillerie, vous devez considérer que votre cuirassé se rapprochera plus vite de l'artillerie en question que l'artillerie ne parviendra à s'enfuir. Et ce, même si cette artillerie met la marche forcée. De toute façon, vous pouvez la mettre aussi. Le cuirassé est avant tout une arme soit de domination maritime, c'est-à-dire dominer la mer, c'est-à-dire les nœuds, soit une arme de projection de puissance. C'est quoi la projection de puissance? Eh bien, tout simplement, vous voyez, cette petite flotte était justement en position de projection de puissance. C'est-à-dire que on a positionné les cuirassés et de manière générale la flotte de façon
à ce qu'elles soutiennent les troupes en débarquement. En gros, vous connaissez tous, parce que nous l'avons étudié dans le combat de base, que les infanteries et de manière générale toutes les armées qui débarquent subissent un malus de débarquement affreux. La projection de puissance sert à combler cette faiblesse. C'est-à-dire que si par malheur ou par sécurité, vous étiez confronté à des forces défensives sur la plage, le cuirassé pourrait être un moyen, d'ailleurs il est un moyen, de réduire le malus de mer en ajoutant les dégâts du bombardement, parce que le cuirassé a une force de bombardement de 6. Ainsi, sur un groupe de, allez, disons 100 infanteries, qui auront, si elles ont un moral correct, une force de 13, une force de dégâts de 13, j'entends, en débarquant, elles auront une force de 6, une force de dégâts toujours. Si il y a un cuirassé à proximité en position de projection de puissance, alors vous pourrez considérer par défaut que la force offensive de ce groupe est de nouveau à 13. Alors oui, vous prendrez quand même des dégâts importants compte tenu de la réduction de la puissance, c'est-à-dire la vie de vos unités. Mais la projection de puissance d'un cuirassé permet de transformer un débarquement suicide en une opération juste coûteuse. Et les opérations coûteuses, ça peut être une opération avec un profit stratégique. Ça sera à vous de l'estimer à chacune de vos opérations. Les cuirassés constituent une force ajoutée. Le croiseur léger, qui est une unité gold, peut aussi remplir ce rôle. Mais je dirais qu'il remplit ce rôle en urgence. En effet, le croiseur léger est l'unité actuellement avec la portée la plus insignifiante du jeu. Il n'a une force que de 2, une force de bombardement donc, une force de 2, là j'en ai 3 donc 3 x 2, 6, avec une portée ridicule. C'est-à-dire qu'un seul croiseur léger peut espérer à chaque heure tuer une infanterie, et encore. C'est uniquement en petits groupes que le croiseur léger peut trouver un véritable avantage. Et encore. Ici, j'ai 3 croiseurs légers. Quand on compare les prix à la puissance de projection, à la force de projection de puissance, on remarquera que le croiseur léger est tout aussi économique que le cuirassé. C'est d'ailleurs un des grands débats actuellement sur l'utilisation du croiseur léger. Est-ce que on doit abandonner totalement le cuirassé dans la projection de puissance parce qu'il est trop cher, c'est trop, je dirais, il y a trop de valeur pour être mis en danger de cette façon? Est-ce qu'on peut le remplacer par le croiseur léger moins onéreux? Eh bien, j'aurais tendance à dire oui en début de partie, mais dès le jour 10-12, en fait, enfin, c'est pas tant dès le jour 10-12, mais dès que l'adversaire peut mobiliser suffisamment d'artillerie, le rôle du croiseur léger devrait être uniquement un rôle de tirailleur, et non pas de projection de puissance statique comme le ferait un cuirassé. Qu'est-ce que j'entends par statique ou mobile? Eh bien, c'est un des grands avantages de la marine, c'est sa capacité à se remobiliser extrêmement vite après avoir tiré. L'exemple, c'est que actuellement mon croiseur léger se déplace vers le nord et fait ce nœud en 1h20 secondes. En d'autres termes, si je le mets un peu plus loin, juste un peu plus loin, voilà ici, ou ici, plutôt ici pour vous montrer, vous allez voir, ici je suis à peu près, tiens, j'en suis pas sûr ça, je suis, attends, je vais vous dire ça tout de suite, je suis, ouais, tac, tac, ouais voilà, ici, donc en le déplaçant même par là, je suis hors de portée des artilleries adverses, même si elles se rapprochaient, je dirais, très dangereusement. L'avantage donc de ces formations, c'est qu'avec leur rapidité, vous pouvez très bien les déplacer, puis leur ordonner d'attaquer, un coup, clac. Bon, là c'est un exemple, évidemment je ne vais pas tirer sur mes propres troupes. Vous pouvez tirer, puis actualiser. Ah, je ne peux pas vous montrer, l'écran est trop petit, mais dans le petit bitonio en bas à droite, vous pouvez cliquer sur le cercle sur fond vert et actualiser la page. Le récapitulatif des pertes va se mettre à jour, et ensuite vous pouvez immédiatement vous en aller. C'est le principe qui s'applique aussi sur la Terre du hit and run. Vous tirez, vous courez. Vous courez pendant 1 heure, ou une demi-heure évidemment,
Regardez, vu que les rounds de tir se recomposent une fois par heure, vous pouvez très bien imaginer 24 minutes, ajouter destination, on revient, 56 minutes, et après, vous aurez largement, en repassant, l'opportunité de calculer pour utiliser dès sa reconstitution votre round de tir. Le même principe s'applique évidemment au cuirassé, pas au sous-marin. Le sous-marin est une autre unité Gold qui est un peu plus simple, en ce sens que c'est juste une unité marine de contact, de choc. C'est un peu une infanterie ou un char marin, voilà, c'est cela. C'est plutôt la formule qui s'applique. Il peut jouer le même rôle dans une escadre de cuirassés du reste. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser un cuirassé dans le cadre d'une guerre navale? Alors, le premier truc important, c'est de bien connaître le territoire sur lequel va se dérouler le conflit. Il y a, sur une carte monde, sur une carte Europe aussi mais moins, beaucoup de passages, d'endroits, qui sont plus dangereuses que d'autres pour les cuirassés, et d'autres qui sont de véritables havres de paix pour ces mêmes cuirassés. Ces zones-là, il faut toujours les garder à l'œil quand vous planifiez une guerre et que vous êtes un pays naval. Je vais vous montrer ces différentes zones qu'on a tendance à appeler des loquets marins. Alors, le plus connu et sans doute le plus meurtrier, c'est ce loquet-là, le loquet de Gibraltar. Pourquoi est-ce qu'il est si connu et si dangereux? Eh bien, c'est à cause d'une subtilité de gameplay, que je vais vous apprendre maintenant. Il y a, dans Suprématie, ce qu'on appelle une zone d'accroche. C'est-à-dire que quand vous combattez, le combat ne s'effectue pas à la seconde pile où les deux armées se rencontrent. Il y a un temps d'adaptation pour le serveur, entre laquelle une distance en fait, où le serveur estime que les deux armées peuvent potentiellement se combattre. Le serveur ensuite lance le combat automatiquement sans que vous ayez à vous en occuper. En revanche, vous pouvez très bien forcer le destin et, en redonnant un ordre d'attaque, demander au serveur de vérifier que vous êtes bien dans la zone de combat, et le serveur faisant cette vérification, au lieu de le faire toutes les 5, 10, 15 minutes comme il le fait habituellement, il le fait immédiatement et déclenche le combat, je dirais, quand vous le désirez, quand vous le souhaitez. Vous êtes un peu maître du combat. Là, ce principe s'applique de façon tout à fait originale sur le loquet de Gibraltar, comme sur d'autres loquets que nous verrons plus tard. Si je place une infanterie, il me faut une infanterie, voilà. Non, il me faut une infanterie, voilà. Si je la place ici, je suis juste sur le bord de la plage. Vous me direz, oui, donc là tu l'as placé en position de contre-débarquement. C'est vrai, mais pas que. En effet, si un cuirassé passe par là, ce qui est un très bon exemple d'ailleurs, puisque vous voyez la ligne rouge d'un cuirassé, je crois, voilà, d'une escadre française qui va passer Gibraltar, eh bien, si ce Français était mon adversaire, si j'avais, au moment où il passe, alors évidemment c'est à relativiser, il faut le prendre par surprise, il ne va pas se laisser abattre sans riposter, il ne va pas s'approcher même si vous avez trop de force dans le coin, mais imaginons que le cuirassé français se retrouve sur le loquet, voilà ce point-là, le loquet de Gibraltar, alors que vos troupes, votre infanterie se trouve ici. Le serveur ne va pas déclencher de combat automatiquement. En revanche, avec la distance toute petite qui sépare le bord de la mer, donc la plage, et le nœud, le serveur peut considérer que les deux armées, donc écoutez bien, que l'infanterie sur terre et le navire sur mer sont suffisamment proches pour déclencher un combat. Et c'est là que ce loquet de Gibraltar est si meurtrier. Si vous déclenchez sciemment le combat, alors vous vous retrouverez avec votre infanterie, donc imaginons qu'on en ait 50 infanteries
qui ont une force de 10, qui ont 13 de dégâts d'attaque s'ils sont à bon moral. C'est 50 000 hommes. Ils vont se retrouver en combat avec les 24 forces de puissance de ces cuirassés et croiseurs légers. Mais vos 50 000 hommes, ils ne seront pas en mer. Non, 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 non. Ils engagent le combat, mais ils sont toujours sur la plage. Donc ils ne subissent aucun malus de vie, aucun malus de dégâts. Autrement dit, vos 50 000 hommes combattent à pleine puissance les cuirassés. Et autant le cuirassé est le maître des mers, autant, avec une telle astuce, le cuirassé n'est rien de plus qu'un char de 6 de puissance. Résultat, il y a de fortes chances pour que, certes, beaucoup d'infanterie vont mourir, c'est leur rôle, mais le cuirassé sera sans doute soit détruit, soit beaucoup endommagé. En plus, cela le bloque, évidemment, puisqu'il est en combat. C'est donc un excellent moyen de bloquer un cuirassé, de ramener de l'artillerie et de le couler. Je ne compte pas les batailles où un adversaire trop imprudent a essayé de passer le loquet de Gibraltar et a perdu la moitié de ses navires à cause de 50 infanteries qu'il avait bloquées pendant qu'une dizaine d'artilleries derrière pilonnaient. Évidemment, c'est un loquet naval, cela implique aussi une certaine forteresse défensive. Gibraltar, c'est l'entrée de la Méditerranée, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà eu l'intelligence de mettre un ALVF ici ou ici. Le principe est exactement le même. On part du principe que le cuirassé, la flotte ennemie ou même les forces d'invasion n'ont que cette opportunité, que ce chemin-là pour venir en Méditerranée. À partir de ce moment, vous pouvez organiser un véritable corridor de la mort entre des artilleries ici, avec éventuellement de l'infanterie, mais les forteresses font un très bon travail aussi, et des ALVF un peu plus haut. Et si vous êtes encore plus vicieux, vous mettez le reste de la marine ici. Si la marine ennemie n'a pas perdu la moitié de ses forces face à vos artilleries, si elle n'a pas été décimée par vos ALVF, elle doit encore se taper votre flotte, sous le feu évidemment, parce que sinon c'est pas drôle, de vos ALVF. Voyons un autre exemple de loquet dans la même zone. Voilà, le loquet proche de Constantinople. Là, vous voyez encore plus ce qu'on veut dire par zone d'accroche. Ici, le nœud est carrément sur la plage, ou presque. On ne peut pas zoomer à fond, mais on voit très clairement que le cercle empiète sur la frontière. C'est un autre exemple où une marine peut se faire décimer en passant. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que, certes, ce loquet-là, il n'ouvre pas sur l'Atlantique ou sur la Méditerranée, mais il ouvre sur une petite mer intérieure. J'ai souvent vu des joueurs, type Caucase, ne pas chercher à trop s'étendre, mais chercher à s'étendre sur tout le pourtour de la mer. Ceci fait, leur marine dispose d'un véritable point de repli à l'intérieur duquel elles sont parfaitement sécurisées parce que les marines ennemies ne peuvent pas entrer, et surtout elles solidifient le réseau défensif parce qu'évidemment les cuirassés à l'intérieur peuvent eux-mêmes supporter tout le pourtour à une vitesse véritablement record. Regardez, du pourtour de la mer, il n'y a jamais plus de 3 nœuds de distance. Regardez, d'ici, il n'est besoin que de 3 nœuds, 2 heures, 2 heures, 2 heures, 6 heures pour les renforcer. Ici, 1 heure et demie, 3 heures, 4h30, oui, parce que les nœuds sont un peu plus petits. 4h30, 6h30, voilà. Ici pour renforcer ici. Évidemment, il ne s'agit pas de placer tous vos cuirassés ici. Mais ici, ça peut être un excellent point de construction d'un Cossack. Souvent, c'est la Russie qui l'utilise pour construire ses navires. Ça peut être un excellent point de sortie des navires. Et si vous êtes un peu plus perfectionniste, c'est ici aussi que vous construirez un ALVF. Car dans le pire des cas, qu'il faut toujours, je dirais, envisager, un ALVF à cette position précise permet de couvrir un... Ah, je ne pourrais pas le montrer. Bon. Ah si, peut-être. Alors, ne tenez pas compte du temps de trajet, évidemment. Mais voilà.
si vous positionnez un LVF ici, ou un ou deux, vous pouvez couvrir tout l'est avec un, toute la mer avec un LVF ici, et éventuellement couvrir l'intérieur des terres. Ah mince, est-ce que je vais pouvoir... L'intérieur des terres avec un LVF ici. L'avantage de cette île étant qu'un de ces chemins est extrêmement pratique. Et vous verrez aussi, c'est un mini loquet, même s'il a beaucoup moins d'utilité, qu'ici aussi, vous avez une dernière ligne de défense. Vous pouvez là aussi accrocher d'éventuels navires qui s'approcheraient. Ici, c'est très pratique, comme vous avez vu. C'est une forteresse naturelle. Si vous jouez le Caucase et que vous avez réussi à vous constituer en empire autour de cette mer, vous pourrez devenir une super puissance navale, tout simplement avec un LVF, 2 LVF, 3 LVF. Avec ces 3 LVF, personne ne viendra vous emmerder sur les mers, parce que de toute façon, ils ne pourront pas venir chasser vos navires si vous vous repliez. Ce sera vous qui aurez l'initiative, vous pourrez sortir quand vous voulez, vous pourrez attaquer quand vous voulez. Voyons un autre loquet. Alors là, un loquet un peu plus particulier. Alors, j'espère que vous avez tous au moins joué une fois. D'accord ? J'espère que vous avez tous au moins joué une fois l'Angleterre, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a d'une part un roleplay très intéressant, d'autre part c'est un pays très particulier de par sa qualité d'insulaire. Comme le Groenland du reste, mais le Groenland c'est pas pareil. Comme le Groenland. Le Royaume-Uni, pour survivre, a besoin d'une marine. Il est en général très bien protégé avec des LVF, mais, comme toutes les îles, il souffre du gros désavantage de n'avoir aucun point de son territoire qui ne soit pas accessible par bateau. C'est-à-dire que même avec un ou deux LVF, l'autre en face a un ou deux cuirassés, s'il utilise quelques leurres, il arrivera à s'approcher suffisamment pour vous détruire votre LVF. Tandis que si vous-même avez des cuirassés, vous pourrez pousser la ligne de front et éviter que cela ne se produise, ce qui est assez malheureux. Alors, ce qui nous intéresse dans le cas présent, ce sont évidemment les loquets navals. Ici, on a un magnifique exemple de loquet qui n'est presque pas un loquet en fait, mais c'en est un tout de même. Alors, pourquoi je dis que c'en est presque pas un? Tout simplement parce que nous avons vu dans les autres exemples que ça pouvait être intercepté, les navires ou les convois d'invasion, des deux côtés. Ici, quel que soit le côté de la mer où vous vous trouvez, vous pourrez l'intercepter. Pareil ici. Ici, vous pourrez intercepter, même si concrètement, je n'ai jamais vu un ennemi suffisamment idiot pour passer ici de façon volontaire. Ici aussi, d'ailleurs, c'est tout aussi idiot. Non plus. D'ailleurs, en fait, là, je viens de découvrir ces deux mini-loquets. En fait, je n'ai jamais vu personne les utiliser. Donc, vous voyez, on peut même en apprendre en faisant un podcast. Bon, alors comme je disais, le loquet de la Manche. Il a de particulier qu'il n'est utilisable que par un seul pays. À la base, ça appartient à la France, ça évidemment. Et ça au Royaume-Uni. Parce que les chemins de Londres sont particulièrement pourraves, vous verrez que il n'y a pas d'endroit pour le Royaume-Uni d'intercepter une flotte qui passe. Alors vous pouvez me dire, ah, est-ce qu'il pourrait pas l'intercepter là? Alors j'ai déjà essayé, mais en fait c'est ric-rac, c'est juste un petit poil trop loin. De même que là, c'est juste assez pour les intercepter. Et encore ici, il me semble que c'est pas, je dirais pas, mince, c'est pas systématique. Dire que je l'ai essayé une fois, ça a marché, mais il me semble que le cuirassé ennemi était juste un petit peu descendu, c'est-à-dire qu'il devait être à 30 secondes du nœud vers le sud. Et là, j'avais réussi à l'accrocher. Ici, c'est certain. C'est pour ça d'ailleurs que ça devient un loquet. C'est que ça permet de bloquer la Manche et éventuellement éviter des renforts vers le nord. C'est un petit contre-coup la puissance navale britannique, parce que ce loquet-là, c'est ironique, mais le français peut l'utiliser pour empêcher un débarquement, et l'anglais, lui, il ne peut pas. C'est dommage. La projection de puissance britannique ne marcherait pas dans ce loquet, parce que peut être accroché, mais elle marche de l'autre côté, c'est-à-dire que s'il y avait un cuirassé britannique ici et un cuirassé français là, eh bien le français pourrait aller zigouiller le cuirassé britannique avec son infanterie, et le britannique, il n'aurait que ses yeux pour pleurer.
Un autre loquet, qui est un peu moins important mais qui mérite d'être évoqué, c'est le loquet de Copenhague. Ici, on a un double loquet en fait, qui n'a pas de grande importance, mais c'est juste une particularité géographique. À Copenhague, on peut intercepter ici et ici. Techniquement, les joueurs ont tendance à mettre un ALVF ici. C'est très pratique parce que ça permet de protéger Hambourg du même coup, et Hambourg, pour un pays scandinave, ça a tendance à être un peu la perle, c'est un peu le gage d'ouverture sur l'Europe et d'avoir un peu de pétrole, ce qui n'est pas évident au début de partie, ni même en milieu de partie en fait. C'est une ville qui appartient à la base au Danemark, petite IA. Donc en général, Copenhague, ça fait partie des régions qui sont disputées âprement, ce qu'on appelle les régions stratégiques. Vous verrez souvent des bons joueurs vous dire hey, est-ce que tu m'échangerais on reprend l'exemple de Copenhague contre telle province. Il y en a beaucoup qui disent il est con, pourquoi est-ce qu'il me propose 3 provinces en échange de Copenhague? Retenez toujours que quand même une province stratégique, certes ça produit moins de ressources que 3 provinces, mais si vous vous faites attaquer ou que vous-même vous attaquez, vous serez vachement content d'avoir cette possibilité là d'être mieux protégé ou de mieux attaquer. Après, encore une fois, c'est question de votre stratégie et de votre feeling. Personnellement, Copenhague, dès que je peux l'avoir sans déclencher de guerre ou me mettre en bisbille avec mes alliés, j'essaie quand même de l'avoir. Et les rares fois où je dois la céder à un allié, j'essaie quand même de m'arranger pour qu'il accepte la présence d'un de mes ALVF sur la zone. Parce que c'est extrêmement pratique de pouvoir contrôler avec un seul ALVF, une seule position, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nœuds de mer. C'est-à-dire qu'un ALVF là, il fait chier un cuirassé qui passe pendant 1h30, 4h30, 6h30, 8h30, pendant 10 heures, à peu près, un peu moins, 8-9 heures, 8-10 heures environ. Alors, là, pas d'autre loquet par contre. D'ailleurs, ici c'est un endroit extrêmement dangereux. C'est d'ailleurs pour ça que Copenhague est très importante. C'est que pour les États baltiques, pour les États scandinaves, une fois que la Copenhague est passée, on est quand même dans du vachement dangereux, en ce sens que pour se positionner en protection de la mer, il faut soit ramener des artilleries là, soit ramener des ALVF au milieu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les positionner sur la ville parce que sinon ils se font éventuellement canarder. Alors vous me direz oui, mais si on a forteresse niveau 5, si on a 50 fois plus d'LVF que lui, oui, non mais ça je l'ai entendu 20 fois sur le canal. De toute façon, il faut bien vous dire quelque chose. La plupart des gens sur le canal qui vous diront qu'ils ont la méthode suprême pour gagner, si vous creusez un peu, vous vous rendrez toujours compte que dans leur méthode infaillible pour gagner, ils sont toujours 5 fois plus nombreux. Oui, moi aussi, avec 5 fois plus de matériel et 5 fois plus d'hommes, j'arrive à exploser tout le monde, il n'y a pas à tortiller. Nous étudions des cas équilibrés, voire même déséquilibrés. Je pars du principe qu'entraîné, vous serez suffisamment intelligent pour être capable de ne pas vous faire démonter la gueule si vous êtes supérieur en nombre. Ça peut arriver, mais concrètement, ce sera plus du domaine de... je dirais, ce sera plus rare, ce ne sera pas habituel. En revanche, vous serez très normalement confronté à des adversaires aussi bons et aussi armés que vous, donc il faut y être préparé, sans l'arrogance de dire qu'on éclate tout le monde. Ou, plus intéressant, on est en désavantage. Là, le désavantage, c'est quelque chose d'extrêmement amusant, je dirais. Tout le monde ne partage pas mon point de vue, mais j'adore quand je me retrouve en situation, je dirais pas déséquilibrée, parce que sinon il n'y a aucun mérite, il n'y a aucun fun à se défendre, mais quand il y a un désavantage léger, par exemple votre manque de mécanisation, ce désavantage léger qui vous pousse à bien travailler votre ratio et à utiliser à fond toutes vos unités pour combler votre manque de matériel. C'est ça qu'on essaie de vous apprendre à l'académie, parce que concrètement, si vous êtes capable d'infliger un ratio 3 à un mec qui a 2 fois plus de troupes que vous, alors vous serez sans aucun doute capable d'infliger un ratio 2 à quelqu'un qui a autant de troupes que vous, et d'infliger des ratios monstrueux à quelqu'un qui a 2 fois moins de troupes que vous. Voilà.
Oui, donc je reviens sur ce loquet, extrêmement dangereux si on n'a pas, d'une part si on n'a pas un surnombre évident, et d'autre part si on n'a pas d'ALVF et d'infanterie en masse. Globalement, le ratio vous montrera toujours qu'il vaut mieux défendre sur Copenhague que derrière. Alors, un autre loquet qui peut être intéressant, enfin que mon loquet préféré, mon petit dada, c'est ce loquet-là. Alors là, c'est magique, parce que ce loquet-là, en fait, il ne tire pas parti de ce qu'on avait vu avant, genre dans la Manche ou à Gibraltar, avec la zone d'accroche. Là, on est encore dans le principe d'un corridor, mais un corridor vachement plus long, puisqu'on est dans les grands lacs, dans les grandes étendues canadiennes. Ici, si vous regardez, avec les nœuds, il n'y a qu'un seul passage. Ici, clac, 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 clac. Vous avez techniquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et le petit 11e que j'avais oublié, 11 nœuds, qui sont vachement lents en plus, 11 nœuds où vous pouvez littéralement user la flotte adverse. Si vous regardez bien, il n'y a aucune échappatoire. Ce n'est pas un mouvement ou une zone à plusieurs dimensions, comme ici, où votre cuirassé peut se déplacer par là, par là, par là, par là, par là, etc., etc., etc. Ce qui rend plus complexe les manœuvres navales, les manœuvres de combat. Ici, on est dans du par là ou par là. C'est extrêmement ingénieux pour qui joue le Canada du Nord de choisir de produire ses navires non pas là, sur la côte, comme je vois souvent, mais plutôt ici. Pourquoi ? Parce que d'une part, d'un point de vue terrestre, ces endroits sont relativement bien protégés, du genre Akulivik, voilà. Akulivik et Kimirut sont les provinces terrestres les plus lointaines, elles sont contre le bord de la carte, donc elles ne risquent pas d'être attaquées immédiatement. Et d'autre part, on peut très aisément protéger le corridor avec de l'artillerie ou mieux de la LVF. Là encore, si vous suivez ce podcast, vous commencez déjà à cogiter à quel point la LVF et le cuirassé sont complémentaires. Depuis tout à l'heure, je vous parle de loquet et je dis très souvent qu'il est possible de mettre un LVF ici. Là encore, je ne vois pas la LVF comme une arme mobile, même si c'en est une, mais ça je l'évoquerai après. Je l'évoque plutôt comme un ajout, comme une manière de sécuriser un territoire, comme un gardien en fait. Tandis que le cuirassé, je le verrai plus comme une arme offensive. Ici, c'est exactement ça. La LVF joue le rôle de gardien. Il empêche de passer, et de manière générale, on n'essaie pas de passer en force face à un rideau d'ALVF, c'est juste de la connerie en fait. C'est un peu comme essayer de se faire mal, on disait bon allez on avance, on perd ce qu'on perd mais on l'avance. Là non, ça marche pas comme ça. Même si tu as 20 cuirassés qui avancent 10 heures sous le feu d'un seul ALVF, au bout de 10 heures tu en as perdu le tiers des cuirassés, donc c'est pas très rentable. Ici c'est le meilleur havre de paix pour les navires. Je dirais que il faut quand même prendre garde parce que concrètement, comme le loquet ici, l'adversaire intelligent sait que c'est un loquet et que c'est un havre de paix pour les navires, et donc il va tout faire pour remplacer la défense de ce loquet par une force d'attaque. Donc, en général, vous verrez qu'un ennemi aura plus tendance à foncer sur votre loquet pour vous empêcher de l'utiliser, plutôt que de foncer par exemple vers la capitale. Pour être très clair, mettez-vous à la place d'un assaillant. Vous êtes dans la situation de Gaël, le joueur qui joue le Canada du Nord. Vous imaginez que la frontière est ici, la frontière naturelle en fait du Canada, que les centres de production de navires sont ici. D'ailleurs là c'est très bien parce qu'il l'a fait, il a un centre de production ici, mais il n'en a pas ici, ce qui est moins bien. Bon, tant pis, il n'est pas chez nous, c'est tant pis pour lui. Imaginez que la guerre éclate, que vous soyez le Canada du Sud ou le Groenland.
La capitale est souvent l'endroit le mieux protégé. De plus, c'est très important puisque la capitale euh, donne un malus de 10-15% à votre empire immédiatement à la chute et fournit à votre adversaire plus 15% de morale. Sans compter le vol de 50% de l'argent et du vol de la production d'une journée de production de ressources. Ça, c'est quelque chose que vous savez. Mais est-ce que c'est pas mieux, pas plus intéressant, que plutôt que d'aller à la capitale comme tout le monde fait, comme c'est très prévisible, feinter, s'approcher de la capitale, puis hop, repartir vers le loquet pour le bloquer et zigouiller les ALVF qui pourraient se situer ici ou ici. Ici c'est plus de l'artillerie en général, parce que l'ALVF, mettre ici un ALVF, c'est toujours utile en termes de portée, mais économiquement ce n'est pas le plus rentable. En effet, si vous mettez une artillerie ici, vous verrez que la portée sera la même. Vous pourrez quand même tirer sur un cuirassé. Et ici, vous pouvez évidemment tirer de la même façon sur les cuirassés passants. De plus, un LVF ici ne pourrait pas se replier. Si un cuirassé arrive, il tire dessus, l'LVF ne peut pas se replier. Il est obligé de subir le choc. Si l'assaillant prend cette zone de force, il perd ce qu'il perd, évidemment, c'est au calcul de chacun. Il perd ce qu'il perd, mais il peut éventuellement renverser le loquet, et or là, c'est littéralement catastrophique. Parce que autant, si vous contrôlez le loquet et vos navires sont ici, c'est un havre de paix, autant si l'ennemi prend le contrôle de ce loquet, ici, c'est plus un havre de paix, ça devient un piège mortel. Un piège où vous ne pouvez même plus vous échapper. Le principe n'est pas le même à Gibraltar. Hein. Ici, d'une part, c'est pas un havre de chier. Ici, c'est pas un havre de paix. Et d'autre part, il y a toujours moyen de s'enfuir. Ici, si l'ennemi prend le loquet par surprise, vous pouvez vous replier ici et vous avez 3 choix de fuite. Ou, si vous avez la possibilité, repli dans l'Atlantique, où là, vous avez carrément un nombre illimité de possibilités de fuite. À propos, puisqu'il s'agit d'évoquer tactiquement l'utilisation qu'on peut faire des bateaux. Dans l'Atlantique, puisque c'est le terrain de jeu le plus grand que nous ayons sur une carte monde, on a souvent des oppositions de cuirassés. Je ne peux pas vous le montrer. Ah si, je peux sans doute. Si, je peux vous le montrer. On est souvent dans un cas de danse, c'est ce qu'on appelle une danse entre les cuirassés. D'un côté les cuirassés qui avancent, de l'autre côté les cuirassés qui se replient, de l'autre côté les cuirassés qui contournent, le tout dans un espèce de balai entre les navires, dont le but est de s'approcher d'un navire blessé, d'être en surnombre, pour le blesser, l'user ou le replier, petit à petit, je dirais, faire la différence. Les combats navals où on perd 50 navires d'un coup sont extrêmement rares, et en général, ce sont plus des pertes, soit d'attaque surprise, soit des pertes de loquet, ce qu'on évoquait avant. Dans le cas des batailles navales, une bataille navale classique, ça va ressembler à ça. En termes de trajet. Imaginons que la position initiale soit ici. Si je veux m'approcher d'un cuirassé qui sera ici, il faudra surtout pas jouer la connerie et l'attaquer de front. Ça c'est bon pour les kikous. Lol, le cuirassé est ici, bon bah je vais l'attaquer comme ça, de toute façon c'est pas comme s'il s'en doutait pas. Non, une façon plus maligne d'envisager le contact serait ceci. On s'approche, ici vous voyez que je suis près du cuirassé, mais que je ne suis pas dans sa zone d'influence, lui il n'est pas dans la mienne non plus, mais ensuite, je peux très aisément basculer par là, et éventuellement me diriger soit vers sa côte pour aller la bombarder, ce qui peut le forcer à bouger, soit cibler un autre cuirassé qui était plus bas, et donc jouer le surnombre, parce que oui, j'ai passé le cuirassé pour vous le montrer, c'est dommage, mais c'est dommage qu'on n'ait pas... Ouais. J'ai plus de parties où j'ai énormément de cuirassés, je l'ai archivé il n'y a pas longtemps. Allez! Voilà. Non.
C'est pour ça que vous utilisez la représentation par icône. Voilà. C'est plus simple de sélectionner ces putains de navires sur le groupe. Sinon, c'est insupportable. Voilà. C'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup qui préfèrent l'ancien design. Parce que, certes, ces icônes étaient assez moches, mais au moins on passait pas des heures à savoir où ils étaient précisément sur une ligne marine. Voilà. Alors si on imagine une position comme celle-ci, avec un cuirassé ici, et qu'en face l'adversaire a deux cuirassés aussi, on peut très bien feinter, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en s'approchant, non c'est pas celui-là, merci connard, en s'approchant puis en repartant vers le bas, parce qu'en faisant ainsi, vous jouez le surnombre. Ici, il n'y a plus de cuirassé, il n'y a plus de duel de cuirassé, mais il y a un surnombre à 2 contre 1. Et ça, vous verrez que cette notion du surnombre elle est extrêmement importante. Parce qu'un cuirassé, c'est un état. Alors, ce qui est bien avec le combat entre cuirassés, c'est qu'on peut, caricaturer, résumer le combat. En termes de points de vie puissance, un cuirassé a 3 PV. Il peut prendre 3 coups de cuirassé. À chaque fois qu'il tire, il l'enlève, moins le X-Factor qui peut lui permettre de rater, il enlève 1 PV au cuirassé adverse. Que le cuirassé ait 1, 2 ou 3 PV, quand il tire, il enlève toujours 1 PV. C'est-à-dire que même un cuirassé avec la coque ouverte, même un cuirassé qui a fait 50 jours de marche forcée, qui est à 10% d'état, eh bien, s'il tire sans se faire tirer dessus, il enlève toujours 1 point de vie. Et c'est là que c'est fondamental. Parce que si vous jouez le surnombre, vous enlèverez des PV au cuirassé ennemi, mais ultimement, vous les détruirez. Et ce qui est important de retenir dans la guerre navale, c'est que l'important, ce n'est pas d'avoir... Comment pourrais-je le tourner? Ce n'est pas grave d'avoir 1 PV sur son navire, tant que l'ennemi descend à 0. C'est plutôt comme ça. Si on cumule une bataille de 2 cuirassés, chaque flotte a potentiellement 6 PV et peut potentiellement en enlever 2 par heure. Si vous jouez le combat de façon à ce que... comment on pourrait le dire? Si vous jouez le combat de façon à ce que vos 2 cuirassés tirent sur un seul cuirassé, tandis que l'autre ne peut tirer sur aucun de vos cuirassés. Ou alors ne tirer que sur un cuirassé qui est hors de portée de l'autre. Alors vos cuirassés vont moins s'abîmer, mais vous arriverez éventuellement à en tuer un au bout d'un moment. Et si vous en tuez un, alors vous serez en position de supériorité numérique, à 2 contre 1. Et là, ce n'est pas grave ensuite de perdre un cuirassé. Vous avez gagné un round de tir. Et quand on va arriver en 1 contre 1, le navire adverse sera forcément plus endommagé que celui de votre adversaire. Et alors cette technique, c'est pas vraiment une tactique, c'est plus une stratégie globale de combat naval. Vous verrez que cette façon d'appréhender le combat naval permet d'occasionner des dégâts monstrueux à une flotte adverse, voire même d'infliger des ratios de 3 voire 4. Finalement, quand on connaît la méthode, qu'on joue contre quelqu'un qui ne sait pas trop, ça marche du feu de Dieu. Contre un adversaire extrêmement rusé, vous verrez souvent que les combats navals se résument à j'approche, je me replie, j'approche, je tire un peu, je me replie, j'approche, je me tire un peu, etc., etc. On perd 1 ou 2 cuirassés, et ensuite on se rend compte qu'on est en sous-nombre évident ou en supériorité évidente, et dans ce cas, l'autre décide de se tirer. C'est pour ça que je disais que les batailles navales meurtrières étaient extrêmement rares à haut niveau. C'est que aucun joueur n'est suffisamment con pour foncer à sous-nombre sur un autre groupe de cuirassés. On avance un peu sur le cuirassé. Est-ce qu'il vaut mieux les mettre par groupe ou par petits groupes? Alors, on avait vu sur le combat de base que mettre un petit groupe d'unités dans le combat de base en unité terrestre, un petit groupe d'unités, deux petits groupes d'unités tapaient plus vite qu'un seul groupe, mais que cela occasionnait plus de pertes. Et bien là, c'est exactement, enfin pas exactement, mais c'est presque l'inverse en combat naval. En combat naval, diviser ses troupes revient à perdre moins, mais à tuer moins, et moins vite. Globalement,
la projection de puissance exige des cuirassés en groupe. Le déplacement exige des cuirassés en ordre dispersé. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'un cuirassé meurt très rarement du premier coup. Même quand c'est un LVF, il prend toujours un certain état. Même quand c'est un groupe de 4 cuirassés qui lui tirent dessus, il n'est pas forcément tué du premier coup. Pas forcément étant en général... Oui, c'est assez particulier. J'ai souvent vu des groupes de 4 cuirassés ne pas parvenir à tuer un cuirassé ennemi d'un seul coup. A l'inverse, quand je dis à l'inverse, quel con. De plus, lorsque vous avez un groupe de 6, par exemple, vous remettez votre puissance de frappe sur un seul jet de X-Factor. Alors là, ça dépend de vos objectifs stratégiques, mais si vous avez absolument besoin de couler un cuirassé précis, vous verrez qu'avec un groupe de 6 réunis, soit vous allez l'avoir, soit vous n'allez pas l'avoir. Vous avez une certaine chance, le X-Factor. Alors que si vous séparez vos navires, vous allez peut-être faire moins de dégâts par navire qui tire, mais à chaque fois qu'un navire tirera, vous aurez un jet de X-Factor. Et soyons très honnêtes, il y a plus de chances de couler un navire ennemi en faisant tirer l'un après l'autre les cuirassés dispersés qu'en un seul groupe. On peut ajouter à cela que c'est beaucoup plus économe au niveau des rounds de tir, puisque avec 3-4 cuirassés dispersés, vous avez une chance de couler le cuirassé ennemi, et il vous reste 2 cuirassés qui n'ont pas utilisé leur round de tir et qui donc peuvent être encore une fois utilisés. En général, on les utilise plutôt pour couvrir la retraite des autres. Eh bien oui, c'est logique. Parce que dès qu'on voit que l'adversaire a utilisé son round de tir, cela signifie qu'on a une heure où on peut s'approcher comme on veut sans que ce dernier ne puisse riposter. C'est l'intégrant principe de la bataille navale, c'est l'un avance tandis que l'autre recule. Le premier tire, il se met à reculer et l'autre avance. Ça fait un petit système de vagues et c'est pour ça que je trouve le terme de danse très approprié. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur la bataille navale? Eh bien que ce n'est pas seulement une affaire de cuirassés. Je vais évoquer les golds juste après, mais on peut aussi, ça se fait toujours et énormément, utiliser des infanteries en termes de décoil, comme des leurres. Il y a 2-3 utilisations principales à l'infanterie dans la guerre navale. La première, l'éponge. Vous mettez un groupe d'infanterie à côté d'un cuirassé, ce cuirassé devient immédiatement beaucoup plus résistant aux tirs adverses. Cette méthode a l'avantage de permettre d'avancer malgré le sous-nombre mécanisé, donc c'est-à-dire ça permet d'avancer et d'avoir une méthode offensive même face à des cuirassés plus nombreux. Le désavantage, c'est que c'est une boucherie pour vos hommes. Ah oui, si vous faites ça avec le malus de mer, attendez-vous à en perdre des hommes, et un sacré paquet. Ce genre de méthode ne devrait être utilisé que dans le cas d'une grande différence de pays joués. Par exemple, les infanteries comme boucliers des cuirassés, ça devrait être utilisé que par des pays comme la France ou la Finlande. Les pays comme l'Arabie, qui manquent d'hommes, ne devraient surtout pas l'utiliser. La deuxième utilisation de l'infanterie dans la guerre navale, c'est évidemment le principe des leurres. Alors, je vais en parler avec la mise à jour des leurres, ou pour éviter le spammage des leurres, si un groupe est exterminé, donc ça peut être très bien un groupe de cuirassés, un ALVF ou une infanterie en mer, si elle est exterminée, alors l'unité qui l'a tué gagne un round de combat 1 minute plus tard. Sachant qu'il y a toujours la même chose concernant le facteur de touche, c'est-à-dire qu'avec le X-Factor, on ne touche pas forcément un ennemi sur lequel on tire, surtout s'il est seul. Eh bien, l'utilisation des infanteries seules permet d'épuiser sciemment les rounds de tir de votre adversaire. Là, pour le coup, l'avantage, c'est que ça permet de reprendre l'initiative tactique. Ça marche aussi lorsqu'on est en sous-nombre, mais ça permet aussi de percer le front si on est en nombre égal ou en surnombre. En effet, la plupart des mouvements de vague jouent sur ce principe que l'armée A recule autant que l'armée B reculera lorsque ce sera son tour de reculer. C'est-à-dire, de facto, quand elle n'aura plus son round de tir.
Ce faisant, on maintient la ligne de front et on empêche l'ennemi de trop se rapprocher. Eh bien, l'utilisation des leurres, surtout contre un ennemi déconnecté, ce qui nous arrive à tous, c'est le moyen de faire perdre sciemment à l'ennemi son round de tir, et donc de gagner 1 heure d'avance sur la phase de mouvement, et donc de faire reculer le front. Alors l'avantage, comme je disais, c'est ça, c'est que ça permet de faire reculer le front. Le désavantage, c'est que ça ne trompe, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est utilisable en combat tactique. Si vous êtes connecté, votre ennemi est connecté aussi. Tout simplement parce que un ennemi, enfin, le principe des leurres fonctionne sur le comportement de combat par défaut. C'est-à-dire, le combat type par défaut, c'est que le cuirassé, si on ne lui a pas donné d'autre ordre, tire d'abord et surtout sur l'unité la plus proche. Ça permet également de faire avancer ces cuirassés en même temps, ils sont un peu protégés, et ensuite de tirer à loisir. À propos des ordres de tir, je dois forcément vous en parler parce que c'est un gros avantage que les HC ont sur les joueurs non HC, c'est-à-dire au commandement. Nous avons ce qu'on appelle le contrôle de tir. Il y a 4 états qui sont d'une immense utilité en combat naval. Le premier, c'est le cessez-le-feu. Concrètement, ça empêche à votre navire, alors là c'est un mauvais exemple, c'est un sous-marin, mais voilà, un cuirassé, ça empêche à votre cuirassé de tirer, tout simplement. Même s'il a un ennemi qui passe à sa portée, même s'il est immobile, même s'il se fait tirer dessus, il ne bougera pas. Alors évidemment, il n'y a pas d'avantage à ne pas riposter quand on se fait tirer dessus par un cuirassé, mais c'est extrêmement intéressant à utiliser comme une feinte si vous êtes déconnecté, parce que ça permettrait éventuellement, ça permet de ne pas gaspiller bêtement ces rounds de tir à cause d'une ville qui serait prise, à cause d'un oubli, etc., etc. Le cessez-le-feu, c'est vraiment un moyen très efficace de contrôler ces rounds de tir quand vous êtes connecté. C'est-à-dire que pendant l'heure où vous n'en avez pas besoin, donc l'heure pendant laquelle le round se reconstitue, si vous le mettez sur ce mode d'attaque, enfin ce mode de tir, il attendra simplement votre nouvel ordre de tirer sur un adversaire. C'est vraiment un gadget, mais très utile. Ensuite, on est déjà dans de l'option un peu plus cheatée, je dirais. L'option retourner le feu. Alors là, c'est juste génial parce que ça fait en sorte que le cuirassé ignore complètement ce qui lui passe à côté, mais si une unité lui tire dessus, donc la bombarde, alors là, il riposte immédiatement, aussi vite qu'une IA, il riposte immédiatement dessus. Et ça, c'est génial parce que ça marche aussi en mouvement. C'est-à-dire que, avec cette option, retourner le feu, si mon cuirassé est en mouvement et qu'il se fait attaquer pendant son voyage par un autre cuirassé, il s'arrête immédiatement et il engage le combat. Alors le feu à volonté, c'est la posture par défaut. Vous l'avez toujours, hein. C'est le feu où ça attaque l'unité la plus proche. Et enfin, le dernier mode, qui est sans aucun doute le plus pratique quand on est en supériorité numérique, c'est le mode agressif. Où là, c'est tout simple, c'est que quel que soit le mouvement, le cuirassé va s'arrêter dès qu'il est à portée d'un ennemi, le bombarder jusqu'à ce que l'ennemi soit détruit, puis continuer sa route. C'est très pratique. C'est pour ça que les hauts commandements ont un grand avantage sur les standards en termes de contrôle de tir, de flexibilité de la flotte. Qu'est-ce que je disais, voilà. Il me semble que j'avais parlé de 3 utilisations. Est-ce que je les ai toutes mises? Oui, la troisième utilité de l'infanterie, mais ça c'est une utilité gold, c'est que l'infanterie peut servir de mine anti-sous-marin. Oui, parce que le sous-marin, il a une particularité. Il est invisible. C'est-à-dire que là, je le déplace, un joueur qui n'est pas mon allié ne le voit pas. Il ne peut le voir que sous 2 conditions. M'espionner, ou, ou tomber dessus et engager le combat. Engager le combat. Et là, c'est là que l'infanterie peut avoir une utilité. C'est que vous ne savez pas où sont les sous-marins ennemis, mais vous pouvez très facilement mettre des infanteries en mer pour, je dirais, être notifié sur le journal lorsqu'une infanterie meurt
et que ça soulève le fait qu'un sous-marin est passé par là. Ou alors, si l'ennemi est malin, ça le force son sous-marin à rester immobile, ce qui peut déjà limiter un peu son utilité. Une des sous-utilisations, ou plutôt je dirais une des utilisations alternatives du positionnement des fantassins dans la guerre navale, c'est qu'ils peuvent servir d'écran de fumée. Alors là j'ai un exemple très particulier, voilà un exemple typique d'écran de fumée. Ici, vous voyez toutes mes infanteries qui sont en mer, alors eux ils sont paumés, je sais pas ce qu'ils foutent, bref. Beaucoup d'infanterie, alliées ou à moi, en mer, qui ont un double avantage. D'une part, ça permet de surveiller la mer de manière assez efficace. D'autre part, pour quelqu'un qui n'espionne pas, c'est extrêmement pratique d'avoir ces infanteries en mer qui permettent d'être confondues ou de confondre avec des cuirassés. Si je suis en combat tactique, donc par exemple en plein milieu de la journée, alors le problème c'est que, eh oui, c'est ça le problème d'avoir la Libye, c'est que ces lignes, elles sont parfaitement pas visibles. Voilà. Là on la voit, mais alors quand c'est visible, c'est insupportable, on voit que dalle, ou presque. Enfin bref, avec un autre pays, ça le ferait mieux. Dans un combat tactique, donc disais-je, l'ennemi voit bouger des unités grisées, mais il ne peut pas savoir laquelle est véritablement un cuirassé. Et cet écran de fumée, c'est très pratique pour gagner du temps face à des ALVF. L'ALVF, comme vous le savez, il a une bonne portée, donc par défaut, surtout si l'ennemi n'est pas au commandement, il va tirer sur l'unité la plus proche en étant immobile. Et cette unité la plus proche, elle peut être, je dirais, son rôle peut être tenu par une infanterie. Et si l'ennemi est au commandement ou que le joueur choisit ses cibles, avoir plusieurs infanteries qui partent dans tous les sens permet de masquer le trajet d'une seule unité vraiment importante, votre cuirassé. Alors, je vais parler maintenant un peu plus en détail de la manière de contrer ces petites merdes d'infanterie en mer. Alors ça, c'est vraiment une utilisation de gold. C'est une des utilisations intéressantes du croiseur léger. Il faut être évidemment au commandement. Je vous en parle parce que on a quand même comme motto d'apprendre tout ce qu'on peut, mais quand on voit le nombre de prérequis, c'est quand même assez impressionnant. Il faut que ce soit une partie gold avec des unités additionnelles, et il faut que vous ayez le contrôle de tir. Voilà, ceci étant dit, c'est fait. C'est l'utilisation qu'on peut faire des croiseurs légers comme étant un soutien de flotte. Les leurs font perdre leur round de tir au cuirassé, ce qui est assez relou. Utiliser des leurres contre des leurres, ça peut se faire, mais c'est extrêmement coûteux, onéreux et finalement très peu fiable, parce que quand deux infanteries s'attaquent en mer, il y a juste 50% de chance de la perdre ou de ne pas la perdre, bref. C'est uniquement remettre son sort entre les mains du destin, de la chance, et j'aime pas trop faire ça. Mais vous pouvez utiliser ces petites saloperies que voilà, les croiseurs légers. Si vous les mettez en mode agressif et que vous les faites avancer devant le cuirassé, alors je suis d'accord que ça exige une certaine dose de maîtrise, mais si vous les faites avancer devant le cuirassé, ou dans des zones où il n'y a pas de cuirassé ennemi, vous pouvez vous en servir comme anti-leurre. Et même si ces navires sont assez peu puissants, vous verrez que finalement, après avoir tué chacun 5-6 000 hommes, c'est pas si mal en fait. Alors on va parler un peu plus des ALVF. Alors les ALVF, ici je vais faire une... Voilà, attendez, je pense que le round de tir est reconstitué. Je vais vous dire ça tout de suite. 518 morts. Tac. Actualisation. Voilà. 518 morts. Ah, il a dû quitter. Non, ou alors mon round n'est pas fini, c'est possible aussi. 21 minutes, il faudrait être fini. Très bien. Ou alors, attendez, Hambourg. Peut-être j'en profite pour vous montrer comment on fait pour contrôler le tir. Alors avant, il y avait une voie ferrée que j'ai détruite au premier round de tir. Donc je vais aller checker quand est-ce que la voie ferrée a été détruite pour savoir quand est-ce que j'ai eu mon round de tir. Alors, la caserne 6h
6 heures. La voie ferrée à Hambourg a été endommagée, 6 heures. La forteresse à 6 heures. Ah oui, c'est bon, non, j'ai utilisé mon round de tir. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne dans la forteresse. D'accord. Ah oui, parce qu'avec 11 ALVF, quand on démolit une forteresse, il y a des chances pour qu'il n'y ait plus personne dedans si vous ne voyez que ça ne fait plus de morts. Combien j'ai fait 118. Ouais, pas de mort. Donc personne dans la forteresse. Parce que si j'attaque cette forteresse-là en particulier, c'est qu'au dernier rapport d'éclaireur, voilà, il avait des troupes ici. Donc je m'étais dit que je le bombarderais autant que faire se peut. Mais bon, ici vous pouvez facilement interpréter la situation. S'il s'est enfui d'ici, il est sans doute là. Et d'ailleurs, je vais sans doute après le poursuivre. Ouais, c'est un parfait spot ça. Oui. Bien, donc comme je disais, les LVF c'est une arme stratégique, extrêmement lente, mais vous pouvez quand même l'utiliser comme arme offensive. Ça exige d'avoir un empire extrêmement développé face à un adversaire qui n'est pas lui-même doté de beaucoup d'ALVF. Donc ça, je vous laisse encore une fois à votre appréciation, à la façon dont vous organisez votre production et la façon dont vous répartissez vos armées. Mais si vous avez ne serait-ce qu'un nombre restreint d'ALVF et que votre adversaire n'en a pas tant, alors vous pourrez modifier votre comportement vis-à-vis des ALVF en les utilisant plus comme une arme longue portée qui accompagne vos hommes dans une campagne certes pas très audacieuse, pas très rapide, mais dans une campagne prudente où le but sera plutôt de démolir les infrastructures adverses avant de les prendre. Les ALVF exigent une certaine, je dirais, intelligence de la construction des voies ferrées. Certains pays ont plus intérêt que d'autres à faire des ALVF, et en termes de stratégie, les pays insulaires auront toujours un intérêt à se doter autant d'une marine que d'ALVF, quitte à délaisser un peu les chars et les artilleries. En revanche, un pays qui ne peut pas se passer d'ALVF, typiquement c'est la Russie. Avec ses énormes provinces, avec le temps qu'il faut à ces énormes provinces pour être traversées par l'adversaire, il vaut toujours mieux avoir des ALVF. À propos, une subtilité quant aux ALVF. Évidemment, vous le savez, ils ne peuvent pas se déplacer sans voie ferrée. Si vous avez un ALVF qui est en mouvement mais que le chemin de fer est démoli, il ne s'arrête pas. C'est ça qui est fondamental. C'est que si vous avez donné votre ordre de passage à un ALVF, il continue de bouger. En revanche, il devient vachement plus lent. Bon, ça peut s'expliquer facilement. Donc, certes, vous pouvez détruire les voies ferrées par l'espionnage, mais retenez toujours, je vous le dis maintenant parce que j'ai déjà vu plusieurs gens hurler que c'était un bug alors que ce n'en est pas un, les ALVF continuent leur mouvement si la voie ferrée a été détruite. Ils continuent leur mouvement jusqu'à ce qu'on leur donne un nouvel ordre de mouvement, auquel cas ils sont complètement bloqués, les pauvres, soit ce qu'un ordre de tir soit donné. Si la LVF tire, il s'arrête, il ne peut plus être remis en marche à moins de réparer la voie ferrée. Alors ça peut être particulièrement utilisé dans le cadre de cette guerre par exemple, de ce conflit où je suis opposé à l'Angleterre. Si l'Anglais détruit ma voie ferrée et qu'il espionne, il sait que je n'aurai que deux choix, m'arrêter et tirer, ou continuer mon mouvement jusqu'au bout. Et il pourra s'en servir pour ses intérêts éventuellement militaires. La LVF est toujours pas mal de l'accompagner de quelques artilleries. Parce que la LVF, c'est quand même une unité de loin. Lorsqu'on fait le ratio du coût pour l'efficacité, vous verrez très vite que ça n'a aucun intérêt de tirer sur des troupes qui sont à portée d'artillerie. C'est même un gâchis assez monstrueux. Même si je vois très très souvent des joueurs replier leur ALVF, ramener leur ALVF juste pour tirer contre des infanteries en vadrouille. Le round de tir de l'ALVF, c'est celui qui coûte le plus. Si on fait le calcul de l'espérance de vie d'un ALVF, les dégâts qu'il fait,
et le temps de recharge et le temps d'arriver sur place. C'est le round de tir le plus coûteux. Donc, il faut faire attention à bien l'utiliser. Bien, alors je pense que j'ai fait, on arrive là encore à l'heure, je pense, de podcast. Donc je vais m'arrêter ici. J'ai encore quelque chose à dire sur la LVF, mais je vais soit garder ça pour un autre cours, soit je vais estimer que finalement ces considérations sur la LVF sont suffisantes. En revanche, je pense avoir évoqué très en détail la notion de guerre navale et les loquets stratégiques, ce qui constitue un panel assez représentatif des utilisations qu'on peut faire du cuirassé ou de la LVF. Je parlerai dans un autre cours des considérations de domination qui s'appliquent au cuirassé et aux roches technologiques. Et ça, j'en parlerai dans le cadre du cours sur la diplomatie. Vous comprendrez que c'est extrêmement dur pour moi de classifier toutes les informations pour les mettre dans les bons cours et faire en sorte que ça soit un maximum compréhensible. En effet, là, messieurs les très chers N1, avec ce cours, vous arrivez vers la fin du mois d'enseignement, donc vers des considérations un peu plus abstraites, qui vous amèneront bientôt à l'initiation au jeu en équipe, ou à la diplomatie, ou au tournoi, tel que le font nos chers N2 actuellement. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous suivez avec assiduité vos cours. Bonne soirée.